Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, spéciale rentrée littéraire, où ce soir nous avons l'honneur et la joie d'accueillir Lucille Borde pour son roman Que faire de la beauté aux éditions Les Avrils. Bonsoir Lucille. Bonsoir Nathalie. Et nous avons la joie de retrouver la libraire Laetitia Roulet de la librairie Gutenberg à Issy-les-Moulineaux. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Nathalie, bonsoir Lucille. Bonsoir. Alors je le remontre, il est ici, il est sorti, ça s'appelle Que faire de la beauté aux éditions Les Avrils. Je vais rappeler à nos amis participants que s'ils veulent poser des questions à Lucille, ils peuvent écrire leurs questions sur discuter ou par commentaire sur la page Facebook et je me ferai un plaisir de venir vous les poser Lucille à la fin de votre entretien avec Laetitia. Donc mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir Lucille. Bonsoir Laetitia. Alors, je suis ravie de vous rencontrer ce soir pour échanger autour de votre livre, donc Que faire de la beauté, je le remontre, qui est paru le 5 ou 6 janvier aux éditions Les Avrils. Alors, dans ce livre, nous allons partir à la rencontre de Félicité. Félicité, c'est une femme de son temps qui a un peu coché toutes les cases de la vie moderne. Une maison, un job, un mari. Seulement voilà, Félicité, elle ne se retrouve plus dans cette vie qu'elle mène, dans cet espace même qu'est l'humain, dans cette espèce même qu'est l'humain. C'est vous qui le citez en tout début de roman, où vous dites cette espèce qui est l'humain qui tue les orang-outans et qui est capable de faire des kilomètres pour un litre d'essence. Donc Félicité va alors tout quitter, partir s'installer dans un petit hameau de montagne où elle va se mettre à l'écart de ses semblables et à l'écart du monde. Selon vous, Lucille, cette situation de notre mode de vie n'est-il pas un peu le mal du siècle ? Oui, sans doute, c'est le mal du siècle, mais c'est aussi, enfin, comment dire, je le pense moins et je le vis moins comme le mal du siècle, comme l'espèce d'écosystème déréglé dans lequel nous sommes plongés à chaque instant. Le mal du siècle, c'est un peu abstrait finalement, Oui. alors que je crois que, voilà, que les problématiques qu'aborde le livre sont vraiment celles que nous avons à traverser tous les jours, quoi, à chaque instant pratiquement. Oui, c'est vrai. Après, vous faites un peu un zoom sur justement tout ce qui est dérèglement climatique, la migration. Félicité va être confrontée justement à les rencontrer du haut de sa montagne, de faire des choix forcément. Est-ce que justement ce livre fait un peu écho face à ce capharnaüm mondial dans lequel on est finalement tous plongés, on est tous en difficulté face à ces changements d'époque. Oui, un des points de départ du livre, c'est justement ce sentiment en fait d'être un petit peu dépassé, débordé, submergé par le bruit ambiant en fait, et par les nouvelles qui sont souvent désastreuses quand même, hein, qui tombent dans nos radios, nos télés, sur nos écrans, sans nous toucher directement, mais qui finalement constituent le fond de nos vies, je crois. Et c'est vrai que un des points de départ du livre, c'est vraiment la question, mais moi, en tant qu'auteur, en tant que romancière, qu'est-ce que je fais de ce monde-là, comment j'y trouve ma place, comment je continue à le dire, alors qu'il est par certains aspects indicible quand même, et quel sens je peux continuer à lui donner par les mots, bon, qui sont mon moyen d'expression en fait. Donc effectivement, l'écho, il est fort et c'est aussi finalement presque un des points de départ du livre.
Alors, Félicité, elle va également décider d'arrêter d'écrire. Mais est-ce que du coup, le fait de renoncer à l'écriture, c'est pas aussi pour Félicité renoncer à vivre? En tout cas, c'est une forme de fuite et c'est un choix délibéré d'exil. C'est vrai que elle fantasme le fait de pouvoir justement disparaître, hein, se soustraire au regard des autres, se soustraire aux propos qu'elle entend et qui la gênent. Euh, donc, c'est peut-être se couper des autres, mais finalement, pour mieux les retrouver, pour continuer à les imaginer comme elle voudrait qu'ils soient. Mais on sent que c'est vraiment plus une blessure pour elle d'arrêter d'écrire qu'au final, se délester du côté matériel un peu des choses. Et on sent la douleur qu'elle s'impose quelque part en arrêtant d'écrire. Est-ce que pour vous, ce serait imaginable, Lucile, un jour d'arrêter d'écrire? Imaginable, oui. Faisable, non. Mais imaginable, bien sûr, parce qu'en fait, c'est une des choses que j'éprouve quand même régulièrement, ce paradoxe qu'il y a en fait à entendre que la littérature est puissante, qu'elle est essentielle. On l'a encore entendu là avec cette pandémie, qu'elle peut changer le monde. Et d'un autre côté, le peu de place qu'on lui laisse finalement dans nos sociétés modernes, dans nos vies un peu trépidantes et hyper connectées. Et du coup, on a parfois en tant qu'auteur une espèce de frustration, un sentiment d'impuissance. On voudrait que les mots aient la puissance des actes, mais en fait, non, les mots restent des mots et voilà, on les voudrait performatifs, voilà. Mais dire, ce n'est pas faire. Donc, voilà, il faut se résoudre à ça et parfois, on peut être un peu découragé. Et puis, parfois, c'est justement avec ça qu'on trouve la force d'écrire, en fait. Oui, parce que votre livre, moi, il fait partie des livres que j'appelle des livres à surligner. C'est-à-dire qu'à chaque page, quasiment, on a envie de surligner les phrases que vous nous donnez pour en faire des mantras quelque part. Et alors moi, tout mon livre, il est surligné. Et je me dis, oh, mais ça, quand je vais le dire, mais je vais faire tellement sensation. Et il fait tellement écho aux choses que nous, simples libraires ou simples lecteurs, on n'arrive pas à exprimer. Je trouve que vous réalisez là une sacrée performance voilà, où vraiment chaque phrase nous dit, oh, mais c'est exactement ça que je voulais dire. Voilà, moi, j'ai trouvé ça formidable. Je vous remercie. Je vous en prie, merci à vous. Au tout début du roman, justement, vous écrivez « Écrire, c'est aller trouver un inconnu et lui donner un bout de papier. Un livre, après tout, ce n'est que ça, des mots qu'on tend à quelqu'un qu'on ne connaît pas, sans savoir ce qu'il en fera. » Quel est le message, justement, Lucile, vous, que vous voudriez faire passer à ce lecteur qui va s'emparer de votre livre? Pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Ce serait j'espère lui dire qu'il faut continuer en fait à raconter des histoires et à se raconter des histoires. Au sens où on a besoin. Je ne sais pas si la littérature est indispensable, mais je crois que le monde a besoin d'imaginaire, a besoin de poésie, a besoin de silence. Paradoxalement, la littérature, pour moi, elle permet le silence, le tremblement un peu autour des choses et de voir le monde autrement. Donc, c'est ça que je lui dirais, c'est
fais confiance à ce que tu imagines, quoi. Ne te laisse pas submergé réduire et submerger par le réel dans ce qu'il peut avoir de brutal parfois. Oui. Alors, justement, Que faire de la beauté est votre 4e roman. Qu'est-ce qui a été le déclic pour écrire ce roman-là? Alors, si je suis vraiment très concrète et triviale, en fait, le déclic, c'est une des scènes qu'on trouve dans le livre. J'ai vu un jour, comme Félicité le voit, un homme qui était accroupi sur le trottoir au bord de la route et qui rassemblait en fait des feuilles qui étaient tombées d'un dossier. J'habite une région où il y a beaucoup de vent, où souffle le Mistral, et en fait, il rassemblait les feuilles et le vent lui arrachait les feuilles. Et le temps que je passe, j'étais en voiture, mais je roulais lentement, mais le temps que je passe, en fait, je me suis dit, mais il va jamais arriver à récupérer ces feuilles. C'est une scène qui aurait pu durer indéfiniment. Et j'ai levé les yeux juste au-dessus de lui et il y avait une lumière jaune sur la mer extraordinaire. Et le contraste, en fait, entre l'impuissance, la fragilité de cet homme et la sublime lumière derrière lui qu'il ne voyait pas parce qu'il essayait désespérément de rassembler ses feuilles, m'a serré le cœur. Et je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à écrire parce que j'avais envie qu'il voie, en fait, au-dessus de lui, juste qu'il lève les yeux et qu'il voit cette lumière-là, et il ne l'a pas fait, quoi. Donc finalement, on pourrait dire que j'ai écrit pour lui, mais bon, voilà, là, je vous le formule comme ça. J'espère qu'il nous regarde ce soir. J'y avais jamais pensé comme ça, mais c'était ça, l'envie, ouais. Qu'il lève les yeux et qu'il voit la beauté autour. Autre chose que le malheur qu'il était en train de vivre. Oui, et puis cette espèce de folie d'essayer de tenir ces feuilles qui forcément lui échapperaient, quoi. Alors après, je me suis, en tant qu'écrivain, pas mal identifiée à lui parce que je me suis dit, c'est ça qu'on essaye de faire en tant qu'écrivain. On essaye de tenir ensemble les mots, les pages, hein, les choses à dire, et on n'arrive pas à tout retenir, quoi. C'est pas possible. Et justement, combien de temps il vous a fallu pour écrire ce roman? Il m'a fallu 2 ans. Il m'a fallu 2 ans, oui. Oui, il m'a fallu 2 ans parce qu'en fait, je l'ai écrit, le texte a beaucoup bougé. Il y a des choses que j'ai enlevées, qui étaient là au départ parce qu'elles me semblaient, elles aussi, poser la question de la beauté et de ce qu'on pouvait en faire. Mais j'avais envie quand même d'une ligne claire, quoi. Et j'ai mis du temps à la trouver. Vous avez des petits rituels comme ça dans l'écriture? Non, non. 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 Comme les idées vous viennent? Alors non, j'écris peu finalement. J'écris peu. Et rarement comme les idées me viennent, plutôt comme les mots viennent. Souvent, c'est en écrivant que je découvre ce que je voulais dire. Je ne dirais pas que l'idée précède le mot. Ce serait plutôt l'inverse. En fait, il y a un moment où ça sonne juste et où je sais que j'ai réussi. C'est un peu présomptueux, bon, je vais le dire comme ça. Non, mais c'est chouette, de se lire et de se dire, ça y est, je touche enfin ce que j'ai voulu dire. Ouais. Moi, j'y arrive pas. Mais il faut beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Il faut Du beaucoup talent de temps. aussi, je pense. Hein, ça ne s'invente pas. Hein. Je ne sais pas. Non, il y a de la ténacité. Où est-ce que j'en étais, justement? Alors, j'ai perdu mes notes. Je reviens.
On va parler justement de la construction de ce roman qui est assez exceptionnel puisque vous vous adressez au tout début, enfin vous vous adressez même pas au tout début, mais pendant tout le long du roman, vous tutoyez en fait le lecteur. On comprend ensuite que en fait, Félicité s'adresse à Eddie que l'on rencontre tout au long du roman, mais sur lequel vous faites un focus sur le 2e chapitre. Qu'est-ce qui vous a poussé à employer cette structure? Vous voulez dire utiliser la 2e personne? Oui, oui. Alors, je crois, d'abord, j'avais besoin que Félicité puisse revenir sur sa vie, expliquer les raisons de sa retraite, de sa fuite. Donc, j'ai choisi finalement de lui faire écrire cette confession pour Eddie, le soldat qui vient en fait contrôler qu'elle n'héberge pas de migrants. Et finalement, en trouvant cette forme de la confession, puisqu'en fait elle écrit à Eddie pendant une nuit où elle l'héberge. Et donc pendant qu'il dort, elle écrit dans son carnet à lui. Et finalement, c'est vrai que c'était aussi pour moi une manière d'écrire avec le lecteur. Et de même que le titre, c'est une question, que faire de la beauté, et que donc ça suppose quelqu'un qui puisse y répondre. Le fait d'utiliser la 2e personne me permettait de garder ce lien au lecteur. C'est vrai que je le voulais. Je voulais un lecteur attentif, je voulais un lecteur concerné, je voulais un lecteur qui puisse m'accompagner en fait dans mes doutes et éventuellement donner ses propres réponses. Alors, vous décomposez le roman en 3 chapitres. On commence en 2018, on finit en 2033. Mais moi, j'ai l'impression que finalement, ce roman, on pourrait le lire dans le désordre aussi, un peu à la manière d'un journal intime. Vous abordez des sujets de société aussi par le biais de Félicité, qui va être, elle, confrontée à l'indicible, notamment avec les migrants qu'elle va rencontrer et qu'elle va héberger. Est-ce qu'il y a un petit côté fataliste un peu quand même dans l'écriture de ce roman? Parce qu'on part en 2018, on arrive en 2033 et finalement le constat est toujours le même. On ne fait rien. Oui, c'est vrai qu'il y a une légère dystopie. Oui. Voilà. C'est vrai qu'il y a 15 ans entre le moment où Félicité quitte le bas pays où elle vivait et le moment, donc, cette fameuse nuit où elle écrit dans le carnet du soldat, qui est un soldat pucé, augmenté, qui est venu donc la contrôler. Et en fait, c'est vrai que les choses, enfin 15 ans, c'est demain. Ouais. Donc, on peut penser que les choses se seront juste un petit peu aggravées, finalement. Et voilà, elle vit dans un monde où les romans n'existent plus, les soldats sont augmentés, au sens où voilà, ils ont des caméras ils sont pucés, sous la peau, voilà, ils sont pucés. Et un monde où on sent qu'il y a la guerre aux frontières. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le monde qui nous attend. Si justement on ne fait rien de la beauté, c'est le monde qui nous attend.
Et pourtant, il reste quand même très, très humain malgré cette puce, ce côté un peu augmenté, comme vous dites. Rien n'y fait quand il doit être confronté au froid, confronté à la mort, limite. Oui, c'est un petit constat d'échec quand même. Moi, je me dis 2033, ça paraît si proche et en même temps, j'ai l'impression qu'on prend tous un peu le chemin que vous nous décrivez. Oui, enfin, moi, ça me semble effectivement assez réaliste, mais pour autant, ce que vous dites est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inhumanité. Oui. Et finalement, les personnages puisent toujours dans la beauté des paysages, dans l'amour, Oui. dans la présence des chiens, parce que mes personnages aiment les chiens. C'est vrai, c'est vrai. On sent un petit côté. Et en fait, c'est aussi une manière d'alerter. Je veux dire que c'est moins un constat d'échec que peut-être une manière d'alerter sur, bon, voilà, recentrons-nous finalement sur ce qui nous rend vivants, quoi. Et ce qui nous rend vivants, bah, c'est le beau, c'est l'espèce de folie qu'il faut pour écrire, pour aider les gens, c'est l'empathie qu'on doit avoir pour les autres et l'amour, parce que c'est aussi une amoureuse, Félicité. Oui. Donc, je comprends ce que vous dites, et pourtant, pour moi, le tableau n'est pas noir, parce que finalement, elle revient à l'écriture. Ouais. Grâce à Eddie, qui au départ, finalement, pourrait être, qui vient pour la contrôler, qui pourrait être un élément négatif dans l'histoire de Félicité, bah, finalement, non. Comme elle écrit, bah, elle renoue avec l'écriture et elle va revenir au monde. Et donc, pour moi, c'est presque le début d'autre chose. À partir du moment où elle lui donne ces mots-là, elle a déjà fait quelque chose d'immense, en fait. Et elle est prête, finalement, elle est prête à revenir. Alors, et justement, alors, dans le dernier chapitre, Félicité va renouer avec le sentiment amoureux via la figure d'Ismaïl, qui est un réfugié syrien qui cherche à rallier l'Angleterre. Mais on sent que Félicité, alors peut-être avec des prétextes comme l'âge, où ce n'est pas le moment, où elle veut justement le laisser partir, vivre ses rêves, elle ne va pas se laisser aller à cet amour finalement. Pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qui, au-delà de ce que je viens de citer, qu'est-ce qui pourrait la retenir? Je pense qu'au moment où Ismaël fait irruption dans sa vie, elle n'est pas prête, en fait. Elle n'est pas prête à s'engager. Donc, ni sur le plan amoureux, ni, on va dire, sur un plan humain, à refaire partie de ses semblables. Je crois qu'elle a peur. Je crois qu'elle a peur. C'est quelqu'un qui est bouleversé, qui est bouleversant. Oui, c'est quelqu'un qui est bouleversé, puis c'est quelqu'un qui se dit qu'elle ne peut compter que sur elle, en fait. Donc, elle continue à ne compter que sur elle. Et c'est seulement après son départ, quand le soldat arrive, qu'elle se dit, mais... oui, j'aurais... oui, j'ai fait une bêtise. C'est le regret qu'elle évoque au début de l'histoire, hein, quand elle dit au soldat, tu m'as mis au cœur un regret et une histoire. Bon, c'est ce regret-là de ne pas avoir su dire à Ismaël qu'il l'a ramené à la vie, en fait. C'est ça.
Alors, justement, les dernières pages du roman, moi, je les ai trouvées bouleversantes. J'ai trouvé qu'elle donnait tout son sens à la fragilité, justement, de Félicité. Et c'est aussi un magnifique hommage que vous rendez à la littérature, à l'écriture. Et moi, je pense que, tout comme vous, la littérature peut réaliser des miracles et qu'elle a le pouvoir, finalement, de faire évoluer les mentalités. Enfin, je l'espère et je le souhaite de tout mon cœur. Dans quelle mesure la littérature, votre littérature, justement, contribue-t-elle à vos yeux à quelque chose? Qu'est-ce qui vous fait frémir, vous? Alors, c'est la même question ou c'en est deux? C'est la même? En la posant, j'en ai rajouté une, c'est vrai. Alors, cette question, enfin, je me suis vraiment beaucoup posé cette question en écrivant le livre, mais pas seulement, hein, voilà, à quoi ça peut servir. Et la dernière fois que je me la suis posée, c'était à voix haute, en prison, en fait, auprès de détenus. Il y avait une rencontre littéraire. Et ils étaient outrés, en fait, que je me pose la question et que je puisse éventuellement douter de la chance que j'avais, de l'utilité que j'avais. Et bon, ouais, je me suis dit qu'effectivement, de toute façon, ce qu'on ne pouvait pas enlever à la littérature, c'était de proposer quelque chose, quoi. Ouais. Et voilà, moi, c'est ce qui me ferait frémir. Et de l'évasion, notamment. Oui, mais de l'évasion au sens pas du bien-être ou une espèce de béquille pour supporter le réel. Une proposition qui soit, nous aussi finalement, soyons des femmes et des hommes augmentés, mais juste parce que nous sommes capables de rêver, quoi. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des auteurs justement de prédilection? Oui. Alors, oui, surtout des poètes, en fait. Surtout des poètes, parce que, comme je vous ai dit, je crois que, peut-être de manière paradoxale, mais écrire, bien sûr, c'est travailler les mots, mais c'est aussi travailler le silence, en fait. Poser des mots, c'est poser des mots sur le silence. Et du coup, même si j'écris des romans, je suis souvent accompagnée, en fait, de poètes. Donc, il y a des poètes que j'aime particulièrement. Par exemple, Henri Michaud, qui a écrit un texte qui s'appelle « Mes propriétés ». Et souvent, je me dis qu'en écrivant un livre, en fait, on balise ses propriétés et qu'on crée quelque chose à sa mesure, à proposer aux autres. Donc, il y a Michaud, il pourrait y avoir Jacotet, je pourrais citer Jacotet. Il pourrait y avoir Sandras aussi. Alors, tout autre genre, hein, mais oui, dont j'aime les poèmes. Et donc, beaucoup de poésie. Oui, beaucoup de poésie. Oui. Beaucoup de poésie. Dans votre écriture. Qu'est-ce que vous lisez justement en ce moment? Alors, en ce moment, je lis, je suis entre deux livres. Donc, j'ai fini un livre qui s'appelle « Qui a fait le tour de quoi ?» D'accord. Qui revisite l'histoire de Magellan et dont j'ai honte, j'ai oublié l'auteur. Et je ne pourrais pas vous aider. Voilà. Et je prévois en fait de lire L'abolition des privilèges, qui est l'autre livre qui sort aux avril et que je n'ai pas eu le temps encore en fait
lire, mais je suis curieuse. Je suis curieuse. La forme du récit, c'est une forme qui m'intrigue toujours, puisque on ne place pas de la même façon le curseur, en fait, entre réel et fiction. Et voilà, je suis assez intriguée par ce livre. Et du coup, qu'est-ce qui a changé aussi, vous, depuis votre premier roman? Parce qu'on en est au 4e. Vous avez abordé aussi des thèmes toujours un peu de société. Et qu'est-ce qui diffère avec ce texte-là? Je crois que je me suis sentie plus libre, que je veux dire par rapport au genre romanesque, qui est quand même le genre qui permet toutes les libertés. Là, j'ai vraiment eu envie de jouer sur différentes temporalités. J'ai eu envie de jouer sur différents styles aussi, puisque le chapitre 2 en particulier n'est pas écrit pareil que le chapitre 3. Et ce que vous disiez tout à l'heure m'a touchée sur le fait qu'on pouvait éventuellement penser que chaque chapitre puisse se lire dans un ordre ou un autre, parce que j'avais envie de ça aussi, que ça soit à la fois un roman avec une chronologie forte, mais presque un portrait de femme contemporaine, une femme du futur, mais qui nous ressemble beaucoup, quoi. Donc, je me suis permis ce travail dans différentes directions, en fait, explorer d'autres dimensions du genre romanesque. J'ai eu du mal à lui donner un âge, moi, à Félicité. Je me suis dit, elle doit commencer à 30, 40 ans, et puis... Oui, c'est ça. Pour moi, effectivement, elle a entre 30 et 50 ans ou 40 et 60 ans, selon comment on la positionne au départ. Donc, oui, c'est ça, c'est bien vu. Et pourquoi ce prénom, Félicité? Parce que c'était presque une blague, en fait, qu'elle s'appelle Félicité. Mais c'était aussi une manière de lui dire, allez, vas-y, quoi. Vas-y, tu vas y arriver. Tu es capable, quoi. Tu es capable de féliciter. Et c'est peut-être même toi qui peux en procurer aux autres. Donc, c'était à la fois une blague et presque un programme, en fait, pour elle. Vous avez une autre activité que celle d'écrivain? Oui, j'enseigne à l'université la littérature, mais donc les textes des autres. Ouais. Et, jamais vos textes? Non. Ah non, règle absolue. Vrai? Ah non, Votre non. règle absolue ou règle absolue que l'on vous... Non, je me suis donné cette règle et même je n'ai pas le même nom à l'université en tant qu'auteur. D'accord. Ouais, c'est pas la même chose. Vous avez vraiment distingué les deux facettes. C'est important pour moi. C'est important parce que je veux que les étudiants aient affaire à un professeur. Oui. Et vous avez certains étudiants quand même qui ont fait le lien? Oui, je pense. J'ai des petits... Il y a des signaux. Mais je crois qu'ils respectent en fait ma position, quoi. Voilà. Oui, je crois qu'ils respectent. Ils voient tout de suite qu'en fait... aussi, peut-être. Ouais. Est-ce que vous avez des projets à venir? D'autres projets d'écriture, des projets... Oui. Alors, c'est trop tôt pour vous en parler. Surtout, je suis quelqu'un qui parle toujours très tard, même à ses éditrices de ce qu'elle est en train de faire. Mais oui, il y a des choses en cours. J'ai hâte. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Formidable roman que je conseille à tous, à toutes. Que faire de la beauté? Lisez-le et vous aurez la réponse. Merci beaucoup à vous. Et Laetitia, tu restes là, parce que tu peux interagir. Justement, je voulais vous dire que l'auteur de Qui a fait le tour de quoi, c'est Romain Bertrand et c'est aux éditions Verdier, mesdames. Merci. Nathalie.
Moi, je voudrais avant d'enchaîner sur les questions du public, je voudrais rebondir sur ce que vous a demandé Laetitia par rapport aux prénoms. Comment vous choisissez vos prénoms? Parce qu'il y a des prénoms qui ne sont pas anodins dans ce livre Félicité. Si on prend la signification des prénoms, il y a comme, il y a Félicité, il y a Ismaël. J'imagine que ce n'est pas par hasard, ces prénoms. Comment vous avez fait pour les choisir? Alors, bon, pour Félicité, j'ai un peu répondu. Oui. Pour Comme, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je trouvais que ça allait bien, en fait, à cet homme des montagnes. Et pour moi, il est peut-être un peu italien. J'avais besoin d'un prénom qui dise à la fois le côté un peu désuet du personnage et en même temps presque son intemporalité, quoi. Donc, pas du tout par rapport à la signification des prénoms, puisque comme veut dire l'ordre, l'univers, quelque part, ça ouais, va bien. Pas au départ, pas au départ. Et pour Ismaël, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est après coup que je me rends compte, parce que je ne sais pas, quand on écrit, il y a des choses qui se connectent mystérieusement, du sens en fait du prénom Ismaël. Et en fait, j'ai déjà écrit la scène avec les chevaux et je me dis, mais oh, c'est génial, il s'appelle Ismaël. Mais bon, voilà, ça fait partie des joies. Voilà. Parfois, il y a des choses compliquées quand on écrit, puis à d'autres moments, il y a des joies, ouais, il y a des fulgurances comme ça. Donc non, pour Com et Ismaël, c'est après coup. Ça, je me suis dit, bon, ben ok, il s'appelle comme ça, c'est bien. Non, parce que c'est vrai, certains auteurs disent oh, ben, je prends l'annuaire, je prends un nom au hasard, mais il y en a certains qui veulent vraiment que leur héros ou héroïne ait un nom particulier, ils le choisissent avec soin, ils mettent parfois très longtemps à trouver. Donc voilà, c'est. Donc, on va enchaîner sur les questions de nos amis lecteurs. Il y a Claude qui pose cette question. Ne pensez-vous pas que les mots ont une puissance pour inciter à l'action et permettent de faire comme vous dites? J'aimerais beaucoup. J'aimerais. Je crois qu'en littérature, en tout cas, dans certains cas, oui, les mots valent acte. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et c'est vrai que mon personnage en particulier, il y a un moment où elle se dit mais à quoi bon, quoi? À quoi bon ajouter des mots aux mots? Et en fait, elle part aussi parce qu'elle sature, quoi. Elle sature de l'omniprésence des discours. Et il y a un moment où elle dit mais à quoi bon les mots? À quoi bon les mots quand il faudrait des gestes? Donc, j'ai envie de dire que oui, moi, j'y crois, mais ouais, c'est pas tout le temps le cas. Alors Lola, que vous connaissez bien, je crois, dit le fait que Félicité recommence à écrire est déjà une victoire, une résistance? Oui, oui. J'ai essayé de le dire un petit peu. C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, quand je n'avais pas encore le titre, Que faire de la beauté, je voulais appeler le livre Résistante ou quelque chose comme ça. J'ai eu l'impression qu'effectivement, je la plaçais un petit peu comme une sentinelle en avant-poste. Souvent, les personnages dans mes romans ont cette fonction-là de gardien, de sentinelle avancée, en fait, sur la ligne de front. Et donc, oui, bien sûr, en fait, en partant, on dirait qu'elle fuit, mais cette fuite, ça devient une manière de résister. Alors attention, parce qu'Amélie a une longue question. On y est dans ce livre, on vit avec cette héroïne qui pour nous est une découverte, mais quand vous l'avez créée, quand Laetitia vous pose des questions, vous n'avez pas l'air sûr de ce que pense votre héroïne de ses choix. Vous réagissez comme si c'était une personne que vous avez rencontrée. La percevez-vous comme une personne à part entière, cette héroïne, ou comme une amie? Comme une amie, comme une possible Lucille Bord,
comme, comme une femme du futur, qu'on pourrait tous être en fait, tous et toutes. Pour une fois, disons que le féminin l'emporte. Donc, qu'on pourrait toutes être. Et si j'hésite parfois à répondre, c'est parce que je crois que même dans les livres, il y a toujours plusieurs réponses possibles et plusieurs possibilités en fait d'interpréter les interactions entre les uns et les autres, les choix des uns et des autres. Donc, moi, j'ai une connaissance de Félicité. Ouais, je pourrais dire que je la connais comme une amie, mais vous savez bien que les amis de nos amis ne voient pas forcément nos amis comme nous. Donc, je me dis que les lecteurs pourraient tout à fait lire l'histoire de Félicité différemment de ce que je le fais moi, quoi. Et c'est ça aussi, hein, quand elle dit écrire, c'est donner des mots à un lecteur, moi, j'y crois à ça. Donc oui, j'ai une possible interprétation du personnage, mais il doit y en avoir. Et physiquement, vous la voyez, vous? Si vous fermez les yeux, là, vous voyez Félicité, vous la matérialisez ou pas Oui, du tout? oui, je la vois. Je vois une silhouette. Et puis certains détails. C'est vrai que il y a un moment où, par les yeux d'Eddie, je décris sa nuque, ses cheveux, les gestes qu'elle fait. Donc c'est plutôt comme dans certains tableaux, vous savez, où il y a une silhouette et puis des détails qui sont particulièrement appuyés. Alors, une question de Sandrine. À quelle montagne as-tu pensé en écrivant? La nature, la belle nature est très présente dans ton œuvre. Quelques mots sur ce motif? J'ai pensé à un hameau des Alpes que j'ai découvert une fois par hasard et où je me suis bien gardée de jamais remettre les pieds parce que du coup, je n'aurais plus la liberté d'écrire dessus. Donc, je connais son nom, mais il est secret. Et je n'irai plus, en fait, dans ce coin-là. Mais la nature, pour moi, c'est un moyen, comme pour Félicité, en fait, dans le livre, c'est un moyen de se taire, quoi. C'est un moyen d'éprouver les choses et d'arrêter de les penser, d'être en contact avec des choses importantes qui ne sont pas médiées, je veux dire, qui n'ont pas besoin de l'intermédiaire des mots. Donc, c'est une forme de silence, la nature, qui me va bien. Donc, c'était important pour vous d'écrire, puisque ça, je sais de source sûre, puisque vous avez écrit une partie de ce roman à 48 km de chez moi. Donc, c'était important pour vous d'écrire ce livre en pleine nature, justement, parce que là, pour le coup, vous étiez en pleine nature. Hein. Oui. Oui, ça avait du sens. Ça avait du sens, là. Donc, vous faites allusion à la maison d'écrivain qui s'appelle la Maison de Pure Fiction, qui est dans le Lot. Et c'est vrai que lorsque j'ai candidaté pour cette résidence, j'ai expliqué ça, que j'en étais à un moment de l'écriture du livre où il me fallait, comme mon personnage, me retirer, en fait, et me retrouver dans cette forme de désert, mais qui est un désert choisi, hein, voilà, comme on pouvait chez Madame de Sévigné, ou voilà. Se retirer au désert, c'était juste quitter la ville, quitter les mondanités et approcher un peu plus de la vérité de ce qu'on a envie d'être à ce moment-là, quoi. Alors, je vais montrer l'objet parce qu'il est quand même très beau, cet objet, donc il y a de la couleur. Et il y a surtout, alors je ne sais pas si on le voit, c'est sur l'autre page, à la fin, il y a une petite lucane. Et au début, si j'arrive à le trouver, voilà, il y a aussi une lucane. C'est vous qui avez choisi, hein, Oui.
Et surtout, Oui. il faudrait saluer aussi l'initiative des éditions Les Avrils qui a écrit en toutes lettres, parce que ça c'est très important, et ça c'est un libraire qui vous le dit, le prix du livre est unique partout. Et là c'est bien mentionné, un livre c'est le même, non, le livre a le même prix partout. Donc ça c'est très important, parce que tous les gens qui nous disent mais vous me le faites à combien ce livre, c'est un petit peu agaçant. Donc merci Les Avrils d'avoir acté sur vos belles lectures cette petite phrase très 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 importante. Donc oui, la Lucane. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir un autre dessin que la Lucane, Lucille? Oui, sans doute. Oui, sans doute. Les orang-outans. C'est compliqué à dessiner, là, je pense. Ça aurait pu être un carnet. Ça aurait pu être ce carnet, ce stylo qu'elle tient. Donc, ça aurait pu être un carnet. Ça aurait pu... Pardon? Une montagne pour la nature? Oui, ça aurait pu être une montagne. Ça aurait pu être peut-être aussi... Enfin, moi, j'hésitais avec le petit cheval, quoi. Ça aurait pu être un petit cheval. J'imaginais un petit cheval comme stylisé. Ou, voilà. Mais c'est vrai que le Lucane s'est imposé presque tout de suite parce qu'il symbolise tout, quoi. C'est tellement beau, un Lucane, quand on prend le temps de le regarder. Oui. Et on n'en voit plus trop. Non. Moi, j'en vois souvent, mais oui, l'été. Moi, je n'en vois pas. Oui, mais tout ce qui n'est pas dans le sud, Laetitia, il faut migrer dans le sud pour voir les Lucanes. Avec Lucille, on a cette chance, c'est qu'on voit des... Voilà. Et puis c'est vrai que c'est à la fois très puissant dans son ordre de grandeur et très fragile, quoi, hein, puisque voilà, sous un pied, ça ne fait pas le poids. Non. Et voilà, tout le livre est traversé par finalement cette tension-là entre puissance et fragilité, les deux parfois se retournant d'ailleurs, hein, mais... Alors, il y a une question très intéressante. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez eu une immense émotion en lisant? Oui, je m'en rappelle très, très, très précisément. C'est-à-dire que autant je serais incapable de citer un livre qui a changé ma vie, c'est toujours une question, je me dis, mais le jour où on me pose cette question-là, il faut que j'ai un truc. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un livre qui ait changé ma vie. Mais par contre, je me souviens de toutes les fois où j'ai rencontré la beauté dans un livre. Et la première fois que j'ai rencontré la beauté dans un livre, c'était dans mon manuel de CP. Et c'était un poème de Verlaine qui était reproduit, en fait, hein, donc vraiment pour les exercices d'apprentissage de la lecture, j'imagine. Et donc, c'était le poème de Verlaine, Il pleure dans mon cœur. Et donc, je ne sais pas quel âge on a en CP, 7 ans. 6 ans, 7 ans. Ouais, voilà. Et donc, je me suis aperçue que je savais lire parce que d'un seul coup, enfin, ce poème m'a sauté aux yeux. Et je me suis dit, c'est incroyable qu'on puisse faire quelque chose d'aussi beau avec les mots, quoi. Donc oui, je m'en souviens vraiment très bien. La poésie est très présente chez vous. Est-ce qu'un jour on verra un recueil de poésie signé Lucille Borde? Je sais pas. Je sais pas. Votre écriture est proche et très poétique. Ah oui. Ouais. Donc, du coup, on comprend mieux, puisque vous avez expliqué les influences que vous avez. Laetitia vous a posé la question, mais ça serait pas anodin de vous voir en poésie, je trouve. Oui, ben, je ne dis pas non, mais ce sera encore un sacré truc pour moi. Je sais pas si je suis certaine que vous arriverez. Je suis sûre que vous y arriverez. Ouais, c'est évident. Alors justement, on est dans la poésie, littérature. Est-ce que vous pouvez nous faire un conseil de lecture, Lucille? Oui, alors tout à l'heure, j'ai parlé justement de la poésie de Sandra Ars en disant, bon, ben voilà, c'est une poésie quand même atypique, hein, toutes les petites cartes postales, en fait, qu'il envoie et qui sont tellement justes et tellement simples. Donc, j'ai parlé de lui, mais je voudrais dire aussi que dans mes classiques de lecture, il
il y a L'or de Blaise Cendrars. Donc c'est un roman très court, je sais pas, 160 pages, une vingtaine de chapitres découpés en petites sections. Et en fait, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, ce roman, parce que c'est d'une telle maîtrise dans la composition, dans la concision, et puis il y a la figure de l'étranger. Enfin, le premier chapitre est fabuleux, quoi. Cet étranger qui traverse les villages bien pensants et qui va devenir le personnage de L'or, complètement fou, obsessionnel dans sa quête de l'or. Enfin, pour moi, c'est un grand, grand roman. Alors, je rappelle à nos amis lecteurs que lecteur.com, qui est notre partenaire, va établir une petite bibliothèque de tous les conseils de lecture des auteurs. C'est pour ça que je pose cette question à tous les auteurs qui passent dans les rencontres. Je n'ai pas un tic ni un toc, c'est qu'il y a le CQFD. Donc, bientôt sur lecteur.com, vous aurez la bibliothèque avec les conseils de tous les auteurs qui sont passés dans les rencontres. Est-ce que Laetitia, tant qu'on y est, tu aurais un conseil de lecture? Tu as le droit de tout citer sauf MH. Je ne connais pas de MH. Un conseil lecture, David Fonkinos, que je suis en train de lire. Le sublime Colonne d'Adrien Bosc. Chez Stock, oui. Qui est fabuleux. Un court roman sur la vie de Simone Veil, alors la philosophe, pas l'autre Simone, qui est sorti en août, La carte postale d'Anne Berest, qui est un très très grand roman. Et puis voilà, j'ai pas encore fini toutes mes lectures de janvier. Et puis Lucille. Et puis Lucille. Il y a celui-là, voilà. Si vous avez un doute, vous allez en librairie. En plus, on ne peut pas le rater parce qu'il y a du jaune, il y a du blanc. Moi, j'aime beaucoup le contraste aussi avec ce violet. Je sais pas si vous. Ah oui. La maquette des avrils est fabuleuse. Merci de mettre de la couleur dans nos rayons et sur nos tables. Voilà. Donc, c'est un bonheur, c'est un bel objet. Je suis très contente. Voilà, donc vous allez en librairie, soit à Issy les Moulineaux, à la librairie Gutenberg, vous irez voir Laetitia, soit dans toutes les librairies de France et de Navarre, voilà. Que faire de la beauté, Lucille Borde, vous retenez bien ce nom. Moi, je vous ai découverte à travers ce livre. Donc, je vous conseille vraiment, puisque je l'ai fini tout à l'heure. J'étais un petit peu en retard, mais je l'ai terminé. Avant de vous remercier, je vais dire à nos amis lecteurs qu'on se retrouvera jeudi dans un autre univers avec Jean-Marie Kemener, qui est déjà venu 2 fois dans les rencontres, et il change complètement d'époque. On va le retrouver chez Plomb avec son roman Sombre éclat. Lucille, un grand merci. Je vais vous donner le mot de la fin. Merci beaucoup Laetitia d'avoir si bien animé. Merci à vous de m'avoir conviée. Merci Lucille d'avoir répondu à mes questions. Et merci d'avoir écrit ce roman. Ouais, et merci aux éditions Les Avrils qui nous ont fait confiance. Merci Les Avrils. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, mais le mot de la fin, c'est fin. Non, ça, vous n'y avez pas droit. Hein. Pas droit. Les auteurs sont très taquins. Hein. En fait, au début, ils sont très concentrés, très studieux. D'ailleurs, vous nous avez amené avec cette lenteur dans vos réponses qui était agréable dans une bulle. Méditative. Ça faisait un bien fou. Et là, vous vous lâchez en me disant, c'est le mot fin. Non, ça ne va pas se passer comme ça, Lucie. Je veux une conclusion digne d'une romancière que vous êtes. Bon, alors, le mot de la fin, c'est faites quelque chose de la beauté. Oh, parfait. C'est parfait, on valide. Je crois qu'on peut valider. Donc voilà, n'oubliez pas, Que faire de la beauté, Lucille Borde aux éditions Les Avrils et librairie Gutenberg à Issy les Moulineaux. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée, plein de succès avec ce roman et puis à jeudi pour nos amis lecteurs.